Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Odyssée. Aujourd'hui, pas de Warhammer. Nous allons découvrir un univers rétro-futuriste, ravagé par les querelles intestines et les épidémies successives d'une mystérieuse maladie mortelle. Plongeons dans le grand royaume de la reine Victoria. Bienvenue dans Legacy of the Crown. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager le contenu. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Legacy of the Crown, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. 12 janvier 1816. Une expédition rassemblant plus de 200 individus, dont 110 esclaves nord-africains, se met en route pour l'Irlande du Nord. À la tête du cortège, le prince Edward Augustus de Kent, ainsi que les archevêques William Hawley et Charles Manners Sutton. La route fut longue et rythmée par la morsure du froid. Certains continuaient d'avancer par peur de ne jamais revoir leur famille. D'autres étaient animés par une volonté qui parfois servait de bien meilleur carburant que le désespoir des opprimés. La détermination. Non pas celle de réussir un concours, de monter en grade ou de gagner de l'argent. Non. Nous parlons ici de celle animant les âmes des plus grands conquérants de l'histoire connue. Des dirigeants, des marionnettistes. La détermination politique. L'Angleterre fut toujours sujette aux convoitises. Il y a maintenant un millénaire, les guerres nordiques venaient de déchirer la cité de York et les campagnes écossaises. Aujourd'hui, sorti de nombre de tyrannies et tiraillé par la famine, le noble peuple britannique devait se relever. Tel était l'objectif du roi William IV. Ce projet de grande envergure fut à l'origine initié par le roi en personne. Le prince Edward, fils du roi George III, fut le candidat idéal pour mener cette expédition. C'est du moins ce qu'il avait fait croire à ce dernier. Le vrai cerveau de cette expédition était le futur archevêque de Canterbury, celui qui ferait monter la jeune Victoria sur le trône, Sir William Hawley. L'Église, les nobles, la bourgeoisie, personne ne se doutait de l'origine ou la nature de l'entité qui murmura ce plan à l'archevêque. Tout était minutieusement planifié. À Londres, la couronne lui avait obtenu un guide, un étranger. Personne ne savait d'où il venait. Un long manteau noir, un foulard camouflant son visage, ainsi qu'une paire de lunettes similaires à celles utilisées par les aviateurs en permanence sur ses yeux. Il maîtrisait cependant parfaitement l'anglais. Il se déplaçait à l'aide d'un long bâton, d'un pas assez lent et hasardeux, si bien que les soldats encadrant le cortège le pensaient aveugle, et le surnommèrent Oedipe. Durant le voyage, il ne s'adressait qu'aux 3 meneurs, refusant toute communication avec le reste du groupe, surtout avec les esclaves. À des moments clés du trajet, il leur révélait peu à peu des informations, notamment le nom de l'expédition, synonyme pour le roi d'Angleterre, de naissance, de formation et de développement pour la nation anglaise. Ainsi fut pensé le projet Genesis. 5 février 1816. Arrivés sur la côte ouest de l'Angleterre, plusieurs navires de transport attendaient notre cortège. Du côté des soldats, une demi-douzaine d'individus commença à tomber malades. Le trajet en bateau jusqu'en Irlande se déroula sans trouble. C'est seulement arrivé à Belfast que 2 des soldats malades succombèrent. Le corps décharné, des pupilles noircies, ainsi qu'un eczéma noirâtre apparut sous leur épiderme. Cet incident infligea un grand coup au moral des troupes, et la peur commençait à se faire sentir. Seul l'archevêque Hawley resta de marbre, rassurant comme il pouvait ses 2 partenaires, ainsi que le restant des troupes armées. Oedipe, quant à lui, suggéra de recruter des mercenaires à la capitale, car il jugeait que les récents événements pouvaient grandement faciliter l'arrivée d'un vent de révolte chez les esclaves. C'est ainsi que la troupe des casques fendus, une bande de gros bras dirigée par un vétéran, répondant au pseudonyme de James McDowell,
rejoignit le convoi. 8 mars 1816. Le trajet final fut douloureux. La marche forcée et le froid hivernal avaient déjà causé une trentaine de morts parmi les esclaves, sans compter l'état des malades, qui ne cessait d'empirer. Enfin, lors d'une glaciale matinée, ils virent, au travers d'un épais brouillard, leur objectif. Crimson Bay était un ancien port de pêche situé à environ une centaine de kilomètres au nord-est de Belfast. Premier fournisseur de poissons des villes et villages environnants, ce hameau fut abandonné sans raison apparente il y a de cela 5 ans. C'est dans ce lieu insolite que l'expédition découvrit un immense trou, à l'intérieur de l'un des hangars, semblant descendre jusqu'aux profondeurs de la terre. Ici se trouvait le but de ce long voyage. Une ancienne mine qui, selon les informations dénichées par le roi, abritait le dernier gisement d'un matériau extrêmement précieux. Un matériau ayant servi à bâtir les plus grandes civilisations de l'histoire. Le Véridium. Le guide au long manteau soutenait que les gisements de ce minerai unique étaient gardés secrets depuis maintenant des millénaires pour éviter tout conflit lié à son appropriation. Le prince n'en avait jamais cru mot, mais à présent sur place, il fallait descendre. Les esclaves furent les premiers à pénétrer dans la mine. Contraints et forcés, ils installèrent les cordes et le matériel d'excavation. Une fois la piste sécurisée, les forces armées escortèrent le prince et les 2 archevêques. Arrivé en bas, Édouard Augustus fut traversé par une étrange sensation. Les murs de la grotte lui semblaient abstraits, volatiles. Une odeur désagréable de fer rouillé saturait l'air, transformant chaque respiration en un effort inhabituel. L'excavation dura 4 jours et 4 nuits. Tous les moyens étaient bons. Travail forcé, dynamite, nitroglycérine. Le sauvetage de l'Angleterre était en jeu. Une dizaine d'esclaves y laissèrent la vie. Au matin du 5e jour, une lueur ocre parvint aux yeux de la première ligne de travailleurs. Le cortège ne semblait pas avoir découvert l'entrée d'une mine, mais d'un véritable réseau naturel, coloré par une myriade de pierres scintillantes, semblables à de la topaze brute. Discrètement, le prince finalement souria. Printemps 1817, les plus brillants ingénieurs britanniques commencèrent à mettre au point des inventions uniques en leur genre, exploitant le potentiel de ce minerai luisant, maintenant connu de tous, sous le nom de Véridium. Le Royaume-Uni fut ainsi propulsé au pinacle de l'innovation technologique, attisant la jalousie et l'inimitié qu'elle a toujours eue avec le restant de l'Europe. Les premiers mois suivant la découverte du minerai, tout se déroulait à merveille, à une petite inconvenance près. L'apparition d'une épidémie dont les symptômes étaient identiques à ceux subis par les malades de l'expédition. Peu à peu, cette maladie se propagea sur l'île. Année 1820, la crise liée à cette terrible maladie, que l'on nommait à présent sous le nom de la rouille, s'amplifia rapidement. Les plus éminents médecins du pays, et même du monde entier, appelés au secours par le roi lui-même, se trouvaient incapables de guérir les infectés, ou même de contrer la propagation. Des mesures drastiques furent prises pour lutter contre l'épidémie. Cela passa par le confinement, le déplacement forcé de population, ainsi que la vitrification des zones sujettes à l'infection, et même par l'élimination pure et simple des sujets présentant des symptômes de la maladie. Le peuple, grondant face à cette ignominie, commençait à se soulever face à l'autorité monarchique. Année 1837, le fléau de la rouille avait désormais causé plus de 130 000 morts, à savoir un tiers des victimes de la Grande Peste de 1650. La mort flottait dans l'air, nourrie par la souffrance et le désespoir du peuple. Les tensions s'accumulaient dans le royaume d'Angleterre. Une guerre civile menaçait d'éclater. Ironie du sort, le roi William IV succomba lui-même à la rouille au début de l'été. L'héritière au trône toute désignée
se trouva alors être la fille du prince Edward Augustus de Kent, nièce du défunt roi, la jeune princesse Victoria. Année 1838, le chaos était là, et beaucoup avaient cessé de croire en Dieu, et surtout en ses représentants au cours des années qui suivirent l'apparition du fléau. C'est dans ces conditions que l'un des actes politiques majeurs de l'archevêque Hawley fut la création de l'Église de l'Ascendance. C'est alors que, comme l'homme d'église l'avait annoncé, les technodiacres de l'Ascendance jouèrent un rôle clé dans le progrès technologique du royaume. Le peuple leur devait notamment l'invention des mechas, des colosses de métal, assurant la protection des villes et maintenant le calme parmi les habitants d'Angleterre. Grâce à cet ordre techno-religieux, le mystérieux minerai permettait confort et prospérité à la population anglaise. Mais un soupçon affreux persistait sur la véritable nature du métal. Les rumeurs circulaient. Ce nouveau métal serait-il lié à l'apparition de l'épidémie de rouille ? Les deux événements ne coïncidaient-ils pas ? Tous ceux qui approchaient et restaient trop longtemps au contact de Véridium ne tombaient-ils pas malades ? L'archevêque Hawley remédia rapidement à ces ruminations. Le Véridium n'est pas une malédiction, mais un don que nous fait Dieu pour nous rendre puissants. Regardez ces machines, regardez ces richesses, regardez ces avancées vers la prospérité. Il n'y a rien à craindre de ce cadeau divin. Peu à peu, les méfiances des brebis furent apaisées. En l'espace d'une année après l'apparition de l'Église de l'Ascendance, le pays était devenu parfaitement méconnaissable, un véritable univers mécanique. Il y avait maintenant plus de doute possible quant aux vertus du Véridium. Le peuple était en extase devant ses prouesses et se réjouissait tant de ce que le Véridium avait à lui offrir que beaucoup ne songeaient même plus à s'inquiéter. Un avenir brillant leur ouvrait les bras. 20 juin 1838, la jeune Victoria, princesse dépressive suite à la disparition de son père, était sur le point de devenir la reine la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Les nobles de Londres et la famille royale étaient les seuls conviés à la cérémonie devant le palais de Buckingham. La première apparition publique de la princesse était prévue que bien plus tard, quand tout serait en ordre. Victoria ne montrait quant à elle aucun enthousiasme et ne daignait gratifier son entourage d'aucun regard. Mais l'archevêque Hawley n'avait pas la moindre inquiétude. Son comportement changerait très vite et son pouvoir serait bien supérieur à celui d'une simple reine. Lorsqu'il posa la couronne sur la tête de Victoria, il sentit qu'une force étrange traversait le corps amaigri de la noble, qui fut parcouru d'un frisson. Il eut même l'impression d'apercevoir, sur le visage morne de la jeune reine, un sourire hésitant se formait. Si vous avez aimé cet univers rétro-futuriste, où la science côtoie la magie, où le réel côtoie la fiction, je vous invite à suivre les liens en description. D'ailleurs, si vous avez d'autres projets à proposer pour notre émission, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires.